L'histoire des historiens. C'est en ces termes que Robert Badinter commentait l'allocution présidentielle de Jacques Chirac en 1995, reconnaissant la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Ce discours politique célèbre couronne en effet un long combat mené par des historiens durant 50 ans pour faire admettre la vérité historique. C'est l'histoire de cette lutte historienne que retrace Laurent Joly dans son dernier livre, Le savoir des victimes, paru aux éditions Grasset. Bonjour Laurent Joly. Bonjour. Alors dans ce livre, vous faites en quelque sorte une histoire de l'historiographie de Vichy. Vous établissez une chronologie, donc avec différentes périodes qui aboutissent à un consensus historique qui va être adoubé par le politique, j'en parlais en introduction. Mais si on regarde bien, finalement, cette histoire, c'est une histoire qui a été écrite un peu en contrebande. Elle est écrite effectivement par des gens qui vont avoir accès à des archives auxquelles ils n'auraient pas forcément dû avoir accès. C'est le Centre de documentation juive contemporaine. On est dans la clandestinité, on le sait. Isaac Schneerson, Grenoble, 1943. C'est des choses bien connues. C'est l'origine du mémorial de la Shoah. On sait aussi qu'ils se sont dotés d'archives très vite. Mais là où j'ai vraiment voulu mettre l'accent, c'est que c'est comme une sorte de miracle qui est arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont eu accès aux archives de la Gestapo, les affaires juives, Léon Poliakov, 1945, un peu par hasard. Et ce un peu par hasard va entraîner tout le reste. C'est-à-dire que ce petit centre privé va se retrouver avec des archives exceptionnelles qu'il va pouvoir valoriser auprès de l'accusation française à Nuremberg qui est un peu démunie. Donc ça permet d'avoir les pouvoirs publics qui peuvent vous soutenir. Et une chose en entraînant une autre, ils ont accès aux archives du Commissariat général aux questions juives, parce qu'il y a un service de restitution qui a été créé. Et là, c'est un peu open bar, pour utiliser une expression un peu triviale, parce qu'ils ont accès à une cave dans laquelle il y a l'équivalent de en gros, 1000 cartons d'archives. Toutes les archives du Commissariat général aux questions juives qui ne servent pas à la restitution, ils peuvent y avoir accès. Donc, en 1946, le CDJC a en gros accès à toutes les archives qui permettent d'écrire l'histoire de Vichy, l'occupant et la persécution des Juifs. C'est extraordinaire et c'est unique en Europe. Oui, alors c'est extraordinaire, c'est très particulier parce que finalement, ce sont des personnes qui vont devenir historiens. Alors vous éclairez en particulier les figures de Georges Wellers, de Joseph Billig. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu de ces figures qui finalement apprennent à écrire l'histoire parce qu'il y a cette formidable source archivistique, mais qui n'était pas forcément reconnue par les canaux universitaires classiques. Absolument, ils sont alors Georges Wellers, c'est un chimiste, il est scientifique, il a une démarche scientifique, mais c'est un rescapé d'Auschwitz. Il est rentré en 1945, il a passé 1 an dans les camps, il a vraiment failli mourir. Il arrive, il a 40 ans, comme il était chimiste, il avait pu travailler, donc c'est ce qui lui a sauvé la vie. Il rentre et il veut, dès le départ, c'est le point de départ du livre, et d'ailleurs c'est le point de départ de ma recherche. Quand j'ai découvert cette lettre de Georges Wellers, qui a essayé de témoigner au procès Pétain, et qui déjà fait un récit extrêmement précis, donc déjà scientifique, de ce qui s'est passé, où il est vraiment, en fait, il a cerné tous les grands problèmes. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et ce même homme va devenir très vite le premier historien des rafles. C'est lui qui va documenter la rafle, la fameuse rafle des notables, première recherche, puis il fait une recherche sur la rafle du Veldiv. Mais d'ailleurs, il a été arrêté. Il a été arrêté, voilà, parce qu'au départ, lui, il veut savoir ce qui lui est arrivé. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il va enquêter sur cette rafle. Et puis ensuite, la rafle du Veldiv, forcément, parce que c'est la plus importante. Il fait un premier article en 1949 dans la revue du CDJC, Le Monde Juif. Joseph Billig aussi, c'est un homme qui veut savoir ce qui est arrivé à sa famille, à sa mère, qui a été arrêtée comme juive en 1943, déportée. J'ai d'ailleurs découvert qu'il a écrit à Georges Wellers dès 1945. Donc ces gens vont commencer à se connaître et vont devenir historiens sur le tas parce qu'ils veulent comprendre ce qui leur est arrivé. Et ce souci de comprendre, il est fondamental parce que ce sont des militants, mais ce sont des militants de la vérité. Voilà, ils ne veulent pas forcément des procès, ils ne sont pas dans une logique de vengeance. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un vrai décalage, et c'est d'ailleurs assez frappant, plus le temps va passer, plus on va arriver à la génération de Klarsfeld, plus ils seront un peu pas toujours en phase. Wellers, il ne comprendra pas, par exemple, l'obsession de Klarsfeld de vouloir des procès. Donc ils sont vraiment dans une démarche scientifique, savante, donc qui est liée à la fois à cette découverte d'archives, donc c'est l'archive qui doit parler, donc vous voyez, une forme de positivisme, et puis c'est un peu leur personnalité qui joue. On voit que Joseph Billig,
c'est vraiment un homme d'études. On voit qu'il est un peu maltraité par Schneerson. Et il vit dans une grande précarité. Voilà, il vit dans une grande précarité, mais lui, c'est l'amour de la science, l'amour du savoir. Il n'y a pas d'usage militant de son travail, il veut faire un travail scientifique. Et c'est ça, vraiment, les débuts de ce premier savoir. Mais malgré tout, ils sont extrêmement mal perçus par le monde historien à ce moment-là. Alors, c'est ambivalent parce qu'il y a quand même un homme qui joue un rôle important et auquel j'ai vraiment entendu, Henri Michel. Mais parce que Henri Michel, il est à la fois universitaire, mais c'est aussi à sa manière un militant. C'est-à-dire qu'Henri Michel, c'est le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors lui, il a tous les titres universitaires. Il est normalien, agrégé, directeur de recherche au CNRS, mais il considère que ce que fait le CDJC, c'est du bon travail. Mais c'est vrai qu'il a tendance à les laisser voilà, en fait, sur les Juifs, c'est eux. Voilà. Mais quand il va faire des synthèses, il ne va pas tellement en parler. Voilà. Mais malgré tout, il va les soutenir. On va quand même publier dans la revue d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dès qu'il commence à avoir l'idée dans cette revue, qui est donc la revue du comité, de faire des numéros thématiques, il va tout de suite penser aux Juifs, à eux, parce qu'il voit bien que c'est quand même eux qui ont accès à des archives, qui font des travaux scientifiques. Le CDJC publie une quinzaine d'ouvrages en quelques années, entre 1945 et 1950. Vous avez, je crois, 17 ou 18 ouvrages qui sont pour la plupart des ouvrages fondés sur des archives scientifiques. Donc il voit bien que là, il y a quelque chose de très en avance par rapport à d'autres secteurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc il les soutient. Mais toujours, voilà, c'est les Juifs qui travaillent sur les Juifs. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais pour autant, c'est vrai que par rapport au monde universitaire établi, ils sont vus un peu comme des amateurs, quoi, des braves gens qui compilent des données. Et qui, quelque part, s'intéressent à leur propre histoire. Ils s'intéressent à leur propre histoire. Mais les résistants s'intéressent aussi à leur propre histoire, commencent à l'écrire. Le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est avant tout des anciens résistants qui font des enquêtes et qui sont censés servir la recherche, mais on ne pense pas forcément à l'écrire tout de suite. Et ce qui est écrit tout de suite, c'est fondé sur les témoignages. Et on voit que le CDJC fonctionne tout à fait différemment. Le témoignage, un témoin résistant, c'est sacré. Un témoin juif, bon, c'est l'archive. Oui, vous dites que ce qui est très important pour eux, c'est justement cette source archivistique, c'est-à-dire l'histoire du point de vue des bourreaux, c'est-à-dire les documents qui attestent de ce qui a été, et alors que le témoignage viendra plus tard. Absolument, et qu'on voit qu'il y a d'autres écoles qui ne sont pas en phase avec ça. L'école polonaise, sur le génocide des Juifs, se dit que les archives des bourreaux peuvent mentir, peuvent truquer. Et il y a même un historien, Michel Borwix, qui dit en fait il faudrait écrire l'histoire de la grande catastrophe qu'à partir de la langue des victimes, qu'à partir du yiddish en fait. Donc il n'est pas d'accord avec ce que fait le CDJC. On voit qu'il y a des discussions, mais en fait le choix était le bon en vérité, parce que ça a permis de leur donner un grand crédit scientifique. On travaille sur les archives, donc c'est la tradition positiviste française. Et c'est ce qui fait que le CDJC est quand même soutenu par les pouvoirs publics, respecté. On voit le comité de parrainage, on voit des gens très importants, progressistes, des hommes politiques connus qui les soutiennent. Et donc ils ont un certain prestige malgré tout. Mais ils partent quand même avec une sorte de handicap, je dirais. C'est que dès le début, dans leurs premiers travaux, ils doivent répondre quelque part à la thèse dominante, celle qui est déjà vraiment, qui prend toute la place, qui est celle du glaive et du bouclier, c'est-à-dire que finalement Vichy aurait fait ce qu'ils ont pu, etc., pour aider les Juifs. C'est-à-dire que d'emblée, ils doivent répondre à ça. Ils ne sont pas simplement dans une recherche pour établir la vérité, ils doivent d'emblée répondre à cette première thèse qui vient en fait du procès Pétain, de la défense qui a été établie au procès Pétain. Tout à fait, c'est vraiment l'une des découvertes de ma recherche. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré à quel point la thèse du glaive et du bouclier, la thèse du moindre mal, qui est en gros la même, c'est-à-dire on a fait ce qu'on a pu, on a sauvé les Juifs français, on a été obligé de livrer des Juifs étrangers, que cette thèse-là était dominante pour le grand public à travers des livres, Robert Aron, mais plus que Robert Aron, qui finalement n'a pas eu tant de lecteurs que ça, l'histoire de Vichy, Fayard, 1954, c'est les grandes revues, c'est Historia, c'est même les manuels scolaires.
c'est les livres pour le grand public de Cocastello. Donc d'une part, on voit que la thèse pacifiante, elle est celle que les gens ont envie de lire, mais aussi ce que j'ai découvert, c'est que les défenseurs de Laval, les défenseurs de Pétain, avaient des relations, avaient des réseaux et pouvaient influencer. Ce qui fait que quand Paxton sort en 1973, on a l'impression, alors ça a changé déjà, puisque vous voyez que la chronologie, moi j'établis à partir de 67, vraiment le basculement. Ce livre de Claude Lévy, Paul Tillard sur la radio du Veldiv, c'est vraiment un basculement vis-à-vis du grand public. Mais malgré tout, on reste encore dans cette domination de cette thèse mi-figue, mi-raisin, de certes Vichy c'est pas terrible, certes Vichy ils ont déshonoré la France, mais quand même d'un point de vue comptable, pour les Juifs et pour un certain nombre de questions, ils ont quand même fait ce qu'ils pouvaient. C'est dominant. Et ça, cette domination, elle disparaît vraiment progressivement dans les années 70. Et il y a une nouvelle idée reçue, une nouvelle idée dominante qui s'impose à la fin des années 70, début des années 80. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur le nœud principal de votre livre, enfin, en tout cas tel que je l'ai lu, qui est la question du rapport de l'historien à son objet d'étude. C'est-à-dire, on le voit bien, les historiens du CDJC, initialement, ont pu être discrédités parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils sont situés dans cette histoire, parce qu'ils ont été victimes ou enfants de victimes, etc. Et finalement, ce que vous montrez, alors ce que vous montrez à travers ce très beau titre, Le savoir des victimes, mais vous montrez que ce n'est pas donc leurs origines ou leur expérience, etc., qui va discréditer leur travail, évidemment pas, mais peut-être expliquez-le-nous le titre, Le savoir des victimes. Le savoir des victimes, c'est vraiment le savoir qui est produit d'abord par des gens qui sont eux-mêmes des victimes, liées à cette histoire dans leur chair, soit qu'ils aient eux-mêmes été déportés comme Weller, soit que des proches aient été déportés. Et donc, ils ont une conscience de ce qui s'est passé qui est évidemment beaucoup plus aiguë que ceux qui n'ont pas été concernés par cette histoire. Et en même temps, pour imposer ce qu'ils savent être la vérité, c'est pas comme témoin qui parle. D'ailleurs, quand vous lisez Joseph Billig, il n'y a jamais aucune allusion à l'actualité, aux révisionnistes, à Vallat. C'est Xavier Vallat qui fait ses mémoires. Non, on fait le choix de la recherche, du savoir pur et dur en quelque sorte, positiviste. Et parce qu'on sait que pour être crédible, c'est ça, c'est ce chemin-là. Et donc, ça a des conditions. Mais ces conditions, elles sont qu'il faut, c'est ça le savoir des victimes, il faut absolument se départir de cette illusion que la vérité serait au milieu. Vous voyez que, en fait, qu'il faut, ce que pensent un certain nombre de gens. Pour arriver à la vérité, il faut faire en gros une sorte de mix entre le point de vue des bourreaux et le point de vue des victimes. C'est un peu ce que pense Raymond Aron, ce que pense Robert Aron, les deux Aron, le grand philosophe et l'historien, que ce serait ça le bon équilibre, qu'il y aurait un juste équilibre. Non, la vérité, elle est que d'un seul côté. Et on ne peut pas intégrer le point de vue des bourreaux parce qu'on perd complètement de vue ce qu'est la réalité d'un crime. Pour comprendre un crime, il faut se placer du point de vue des victimes, mais de comprendre parfaitement que les bourreaux se justifient, ont des arguments mensongers, et il faut avoir les radars, et il faut savoir les détecter. Et ne pas du tout être pris au piège de ça. Et ça, c'est ce que Billig, Joseph Billig, qui est l'un des grands personnages de mon livre, parce qu'il a un rôle très important, parce que lui comprend que le combat contre la vérité, c'est un combat permanent. Et qu'il ne faut jamais baisser la garde, et donc il va discuter dès qu'il y a des révisionnistes qui publient. On voit que dès le procès Eichmann, c'est un vrai tournant parce que le grand public entend parler de cette affaire. Et là, les pétainistes commencent à se dire, tiens, peut-être que la question juive, c'est important. Avant, ils ne considéraient pas les arguments de... Et Robert Aron, qui, dans l'histoire de Vichy, n'avait quasiment rien dit, en fait, sur les Juifs. C'est 2 pages sur je ne sais plus, 600 ou 700 pages, se met à faire un article sur Pétain et les Juifs, où, là, il développe vraiment la thèse du moindre mal, et Billig lui répond. Et on voit que 2 ans avant, il a déjà répondu aux lavalistes, aux défenseurs de Laval, et donc c'est vraiment un combat pied à pied pour la vérité, et qui est jamais fondé sur des arguments moraux, des arguments de victimaires. Non, les archives, toujours les archives. C'est ça le savoir des victimes, avec vraiment la compréhension de ce qu'a été véritablement la politique de Vichy, qui est un crime, ce que dit Badinter,
C'est dans la fameuse phrase que vous avez citée en introduction. Badinter dit il aura fallu 50 ans pour qu'on dise juste cette vérité toute simple. C'est que Vichy est un État criminel. Voilà, et que donc, on parle bien d'un crime. Et c'est ça qu'ont vraiment eu conscience ces historiens, alors qu'en face, on leur dit non, c'est pas un crime, c'est une erreur. Et Robert Harron, certes, c'est regrettable, mais regardez, on a sauvé les Juifs français. Tout ça, ce sont les justifications des dirigeants de Vichy qui n'ont aucune valeur, aucune valeur scientifique. Et c'est ça qui s'est imposé. Alors, il y a une autre figure centrale dans votre livre, qui d'ailleurs figure en couverture, c'est celle de Serge Klarsfeld. Vous pouvez peut-être nous en parler de ce que représente Serge Klarsfeld pour vous. Il est vraiment l'héritier du CDJC. D'ailleurs, en introduction de Vichy Auschwitz, il rend hommage, 83, il rend hommage à Schneerson. Et c'est vrai que tout vient de Schneerson. C'est-à-dire que Schneerson a compris, d'un point de vue d'intuition et lié aux premiers travaux du CDJC, donc Schneerson, le président fondateur du CDJC, la lecture qu'il fait, qui paraît comme ça être une lecture a priori militante, presque opportuniste, pour essayer de se faire bien voir du reste de la société française, de dire voilà, Vichy c'est mal, et si tant de Juifs ont survécu, c'est grâce à la société française. Cette intuition-là, cette lecture-là, elle est celle que Klarsfeld va systématiser. Donc il est un héritier de Schneerson et il le reconnaît dans l'introduction de Vichy Auschwitz. En revanche, il ne parle pas de tous ses prédécesseurs, Billig, Wellers. Wellers le prendra assez mal, je le mentionne. Donc il est dans la continuité, mais il arrive à un moment où il y a eu consensus, ça y est, maintenant, le ventre mou a bougé, les Aroniens, Henri Amouroux, vous voyez, 81, en gros, tout le monde dit la même chose, il n'y a plus qu'un petit carteron de pétainistes pour défendre la thèse mensongère du moindre mal. Mais qui continue activement. Mais qui continue, mais quand même, elle est devenue marginale et en tout cas parfaitement bien identifiée. On sait que ce sont des pétainistes qui essayent voilà. Et puis surtout, quand le ventre mou bouge, ben c'est comme en politique. Voilà, Donc quand vous avez un Henri Amouroux qui vend 250 000 livres à chaque exemplaire de sa série « La vie des Français sous l'occupation », et le 5e tome porte sur la persécution des Juifs, et vous avez l'impression de lire par moments Paxton ou Billig, vous voyez bien que s'il y a un Henri Amouroux qui est vraiment, a priori, sur la ligne de Robert Harron, maintenant considère que là, il y a crime et utilise des mots qui sont ceux, là, il y a eu un grand bouger, comme on dit aujourd'hui. Mais Klarsfeld, il va partir de ce consensus-là, mais il veut autre chose. Il veut la justice. Et là, du coup, il ne va plus y avoir de consensus, parce que l'histoire, les faits, le drame des enfants, qui peut contredire? Il n'y a plus personne, ou plus grand monde. Mais lui, il veut aller au-delà, il veut de la justice. Et c'est là où on rentre dans une nouvelle séquence, qui est la séquence que j'appelle le moment Klarsfeld, où finalement, Klarsfeld, il veut plus que l'histoire, il veut gagner le combat mémoriel définitivement à travers des procès. Il veut le procès de Vichy. Et là, il va y avoir des blocages. Il va y avoir des crispations. Et là, les historiens établis vont trouver que là, les militants de la mémoire, là, ça commence à... Voilà, ils exagèrent un peu. Et donc, on revient un peu, si vous voulez, à l'absence de consensus. Aussi, voilà, ce discrédit sur le fait que... où, en fait, on voit toute une série d'historiens qui vont s'ingénier à dire non, en fait, c'est pas un historien, Klarsfeld. C'est un militant, c'est un historien. On essaye de trouver des choses pour dire c'est pas vraiment un travail d'historien. Et il y a encore peu de temps, j'entendais ça. Vichy Auschwitz, c'est pas vraiment un livre d'histoire. Voilà, Et la vérité, c'est que ce n'est pas qu'un livre d'histoire, mais c'est un livre d'histoire. Mais c'est un livre d'histoire qui a l'ambition aussi. C'est aussi un livre militant. Et c'est les deux. Et c'est compliqué d'expliquer ça. Et comment vous l'expliquez qu'on jette le discrédit sur son travail, justement, de dire que ce n'est pas tout à fait un livre d'histoire? Parce que, d'abord, il y a des corporatismes. Voilà, c'est un livre d'histoire. Alors même que, honnêtement, le livre Vichy Auschwitz est incontestablement un livre d'histoire, dans la mesure où il met à jour des archives, il a une interprétation. C'est ça, faire de l'histoire, une interprétation qui est juste par rapport aux archives. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis des archives de côté pour essayer de défendre une thèse. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que... Mais il a un objectif. Cet objectif, c'est de faire condamner Bousquet et Le Guet. Donc ça gêne, parce que ce n'est pas pur, si vous voulez, ce n'est pas une connaissance pure. Mais moi, dans la mesure où Klarsfeld assumait ce double statut, pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle parce qu'il faut toujours être transparent et clair dans ce qu'on fait.
Et d'ailleurs, c'est un modèle pour les militants d'aujourd'hui. Quand vous voulez gagner une cause, ben, il faut vous doter des moyens de la science, c'est les meilleurs que vous avez à votre disposition, et il faut être transparent sur l'objectif que vous avez. Donc Klarsfeld, je trouve qu'il est incroyablement visionnaire et pionnier sur ce qu'est le savoir des victimes, parce que ce savoir des victimes, on peut le déployer dans plein de domaines, en vérité. Il y a quelque chose qui m'a frappé encore sur la position de l'historien par rapport à son objet d'étude, c'est que finalement, si on regarde un petit peu les personnes qui ont défendu les thèses pétainistes ou lavalistes, il y a quand même, je vais le dire assez brutalement comme ça, mais il y a quand même de nombreux juifs qui soutenaient ces thèses-là. On a Robert Aron, il y a un certain Dreyfus, et puis sans parler d'Éric Zemmour, dont on peut parler maintenant ou plus tard, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose là, je ne sais pas, qui a attiré mon attention. Oui, vous avez raison, c'est une constante. C'est une constante, et quand sur Zemmour, on s'étonnait qu'un juif puisse défendre Vichy, ben, quand on connaît l'histoire de l'histoire, on se rend compte que c'est absolument pas étonnant, qu'il y a toujours eu ça. Et il y a j'allais dire, ce péché originel, qui est que Vichy a prétendu défendre les juifs français. Et ça, ben, il y en a certains qui vraiment se sont crus protégés. En fait, effectivement, les juifs français ont été davantage préservés que les juifs étrangers, dans la mesure où l'intention de Vichy, la politique de Vichy, son fil conducteur, c'était de faire des juifs français des sous-citoyens, avec quelques exemptions pour certains, et de se débarrasser des juifs étrangers. Donc effectivement, dans l'esprit des dirigeants de Vichy, les uns devaient partir, les autres devaient rester comme des sous-citoyens. Et ça, vous savez, quand vous créez comme ça une communauté de souffrance en établissant des hiérarchies, ben parfois les victimes, elles rentrent dans le jeu. Elles se disent, peut-être que moi, je vais m'en sortir. Et c'est ça, le mal d'origine, qui fait que vous allez avoir des juifs français qui vont se dire, ben, nous, on a été protégés, on a peut-être une petite dette. Je pense qu'il y a vraiment un lien par rapport à ça. Puis vous avez aussi des blocages psychologiques de juifs qui sont de grands patriotes. Raymond Aron, par exemple. Comment expliquer que Raymond Aron, un homme aussi intelligent, aussi prescient, et qui se fait en vérité aucune illusion sur ce qu'est Vichy, pourquoi il a voulu croire à cette thèse-là? Parce qu'il le dira à la fin de sa vie. Ça lui faisait trop mal de se pencher sur le mal que Vichy avait voulu aux Juifs. C'était douloureux pour lui. Donc, je ne vais pas en faire de la psychologie de bazar, mais la croyance qu'on a été protégé, que donc on est peut-être un peu plus que les autres, les Juifs étrangers, et puis des formes de déni, et puis aussi la volonté d'être accepté. Et d'être accepté, c'est typique chez un François-Georges Dreyfus ou chez un Zemmour. Et c'est d'ailleurs, je dirais presque, une bonne chose. C'est la preuve, contrairement à ce que pensent les antisémites, que tous les juifs pensent la même chose, qu'ils sont tous pareils. Ben non, il y a de tout. Et c'est pas parce que vous êtes un descendant de victime que vous allez avoir plus d'intelligence que d'autres. Je cite l'exemple de Marc Ferraud qui est particulièrement troublant. C'est-à-dire que le moment où s'établit ce consensus, Marc Ferraud, grand historien, il fait une biographie de Pétain. Et cette biographie de Pétain est assez mal faite, en fait. Elle est un peu brouillonne. Très brillant, Marc Ferraud. Mais... Et alors, quand vous lisez cette biographie, quand vous lisez l'introduction, vous ne pouvez absolument pas comprendre que Ferraud est juif, que sa mère a été déportée, alors qu'il parle de lui. Il n'en parle pas du tout. Et au fil de son livre, de manière un peu brouillonne, il finit par contredire Klarsfeld, en disant quand même que Klarsfeld ne voit pas que Vichy a protégé les juifs français. Alors même que sa mère était juive française et a été arrêtée à la suite de la rafle du Veldiv, parce qu'en raison de la rafle du Veldiv, comme beaucoup de juifs français, elle a pris des risques, et donc elle a été arrêtée. Donc il a dans son propre vécu la preuve que Vichy n'a absolument pas protégé les juifs français, puisqu'ils ont tous été mis en danger à cause de ces grandes rafles visant des juifs étrangers. Les juifs français ne pouvaient pas savoir qu'ils seraient forcément protégés. Donc et il arrive à en écrire ça. Donc c'est quand même symptomatique de son incapacité, et parce qu'en vérité c'était trop douloureux pour lui. Et j'ai interrogé son ancienne assistante qui me disait qu'il ne pouvait même pas prononcer le mot maman, il se mettait à pleurer. Donc vous voyez qu'il y a plein d'explications pour comprendre pourquoi vous avez parfois, oui, des gens, ils sont juifs, mais ils sont incapables de voir clair là-dessus. Et la clairvoyance, ben voilà, ça peut... Tout le monde peut en être privé. J'aimerais qu'on revienne un instant sur le sujet Zemmour, parce que
Vous le dites très clairement dans votre livre que Zemmour finalement ne fait que réactiver des thèses qui existaient là depuis le début, depuis le procès Pétain. Mais j'ai eu le sentiment, en lisant votre livre, que presque vous évacuiez rapidement la question comme si l'allocution de Chirac en 1995 avait résolu définitivement le problème. Alors, certes, c'était le cas, cette reconnaissance est arrivée du plus haut sommet de l'État politique, mais finalement, si Zemmour est capable aujourd'hui de réactiver cette thèse-là et en se présentant à l'élection présidentielle, etc., est-ce que finalement c'est tellement résolu? Est-ce qu'on n'est pas de nouveau dans un nouveau cycle? Non, je ne crois pas. Je pense que Zemmour, il a mené un combat très personnel qui est lié à ses propres névroses et ses propres calculs politiques. C'est un pur doctrinaire qui a tenté, en fait, de faire ce que 30 ans avant lui, François-Georges Dreyfus, parce qu'on a là un pionnier de Zemmour qui est complètement passé sous les radars, avait déjà tenté de faire. C'est-à-dire, en gros, réunir les droites à travers une réécriture de l'histoire. C'est ça le projet de Zemmour. C'est de dire, il faut que l'extrême droite et la droite s'unissent, et pour qu'elles s'unissent, il faut réécrire l'histoire en disant, en fait, Pétain, il n'a pas été si mal que ça. Mais quand vous regardez le résultat de cette tentative, qui est une tentative vraiment d'un intellectuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense que par les idées, en reformatant l'histoire, on va pouvoir... On se rend compte que c'est un échec absolu, que personne ne l'a suivi, que personne ne le croit, que même ses plus proches amis disent, là-dessus quand même Zemmour, c'est un peu pourquoi il a fait... Les gens même ne comprennent même pas pourquoi il a fait ça. Il a fait ça pour des raisons, comme je vous dis, intellectuelles, dans son cabinet intellectuel, croire que si on réécrit l'histoire, on va pouvoir comme ça, comme par magie, obtenir la réconciliation des droites, et lui serait le grand homme qui arriverait à fusionner les gaullistes, les pétainistes. Donc c'est un pur délire personnel qui, à mon avis, n'a aucune conséquence réelle. C'est si vrai qu'il a très vite dû abandonner pendant l'élection présidentielle, dès qu'il a voulu parler de ça, tout le monde m'est tombé dessus et il a changé d'avis. Et qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle a bien compris que c'était un combat d'arrière-garde et qui récupère même l'héritage de la résistance. Et puis, ils sont sur la ligne officiellement. Après, on ne sait pas ce qui se passera. Mais ils sont sur la ligne, on va dire, du consensus, de la doxa, comme dirait Zemmour. Marine Le Pen a, en gros, dit la même chose aujourd'hui que tout le monde sur le sujet. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un consensus. Mais effectivement, il y a toujours des possibilités de retour en arrière. Mais on voit que c'est quand même... S'il n'y avait pas eu Zemmour, il n'y aurait eu personne d'autre pour faire ça. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on a vu des historiens commencer à essayer de se greffer dessus, d'essayer de défendre ces thèses. Donc effectivement, vous avez raison, il faut rester quand même vigilant. Il y a des possibilités de retour en arrière. Et ça c'est peut-être l'erreur de calcul de Serge Klarsfeld, qui est convaincu que son héritage, parce que pourquoi il a fait ce qu'il a fait en disant « je préfère le RN que le nouveau Front populaire », parce qu'il est convaincu que le RN va sans doute un jour l'emporter, il croit ça, et que donc il faut bien que son héritage historique, mémoriel, soit préservé. C'est ça son calcul. Enfin, il y en a d'autres, il y a aussi une peur, mais fondamentalement c'est ça. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il demande à Marine Le Pen de faire un discours officiel qui reprenne Chirac, qui demande au RN de reconnaître la loi Guessot. Donc c'est la préservation de son œuvre. Et il pense que l'extrême droite va préserver son œuvre. Mais ça, il n'en sait rien. Le rapprochement on ne le sait pas. de Serge Klarsfeld avec l'extrême droite s'explique par cette volonté de... À mon sens, oui. À mon sens, oui, parce que c'est le combat de sa vie. Parce que Klarsfeld, c'est ça. Et s'il a toujours voulu ça, c'est ça. C'est protéger son œuvre, c'est que ce qui est arrivé aux enfants pendant la guerre soit reconnu et demeure reconnu par la nation française. C'est fondamentalement ce qui le guide. Si le RN, aujourd'hui, restait sur la ligne d'avant, et un peu à la Zemmour en disant Chirac a dit une ânerie, la France n'a rien à se reprocher, il n'y a pas eu de crime, jamais il aurait tenu les propos qu'il a tenus, c'est une évidence. Donc je pense que c'est une forme de réalisme, à mon avis, qui est un mauvais calcul, parce que si ce mouvement arrivait au pouvoir, je pense qu'il y aurait
il y aurait, oui, des retours en arrière, le populisme scientifique dans tous les domaines. Mais vous le dites à un moment dans votre livre, après, alors je ne sais plus exactement quel procès, mais Klarsfeld dit clairement dans Le Monde, il n'y aura pas de réconciliation avec la France ignominieuse. Donc en fait, aujourd'hui, quelque part, il cherche cette réconciliation, leur faire admettre tout le combat de sa vie. C'est très étonnant par rapport à ce qu'il a... C'est évidemment, moi je trouve que c'est une grave erreur, et que surtout ça entache parce que quand vous allez dans les lycées et vous discutez avec des élèves et qui viennent vous dire ah ben non mais en fait Klarsfeld il en a rien à faire des autres minorités, il a fait ça que pour les juifs et les autres, les musulmans, il s'en fout. C'est quand même assez... c'est pas terrible comme image, quoi. Mais voilà, mais de toute façon, ça a été un moment et je pense qu'il a vraiment cru qu'ils allaient gagner en 2024 et je pense qu'il croit que c'est inévitable. Voilà. J'aimerais terminer cet entretien, Laurent Joly, en vous demandant quelque chose peut-être d'un peu plus personnel. À travers ce livre, vous avez travaillé finalement sur le rapport que les historiens peuvent avoir à leur objet de recherche. Et je voulais vous demander, mais finalement, vous, comment vous êtes arrivé à cette histoire de Vichy et comment vous situez? Parce qu'on sent aussi une grande affection pour le monde des historiens, pour la communauté des historiens, on en a parlé, pour Wellers, pour Billig, etc. Vous avez un respect pour leur travail. Comment vous êtes arrivé à cette histoire? Moi, je suis un pur produit de cette histoire, en fait, parce que je faisais mes études au moment du discours de Chirac, du procès Papon. Moi, ça m'avait vraiment marqué, le procès Papon. Et donc, c'était tellement frappant de voir qu'on a eu des gens qui ont été dans des bureaux, qui ont persécuté les Juifs. Donc, j'avais envie de travailler là-dessus. Et puis, voilà, et vous prêtez au jeu. Et 25 ans après, je travaille toujours là-dessus. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma thèse sur le commissariat général aux questions juives, en quelque sorte, j'effaçais un peu Billig. J'étais le nouveau travail là-dessus et j'avais envie de rendre hommage à cet homme qui avait fait ce travail précurseur sans lequel je serais là. Et voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est plus que la communauté des historiens. Je voulais rendre hommage à cette communauté particulière de chercheurs qui avaient très peu de lecteurs, qui ont avancé dans des conditions très ingrates. Je veux dire, ils sont à contre-courant, personne ne les lit. Et quand on lit les manuels scolaires de l'époque, on a de quoi être découragé. Vous faites vos livres, et puis vous voyez que dans les manuels scolaires, on nous explique que la RAF du Veldiv, c'est la Gestapo. Donc, oui, il y avait vraiment une envie personnelle c'est un livre que je portais depuis très longtemps et que je voulais vraiment faire. Voilà. Merci beaucoup Laurent Joly. Je rappelle le titre de votre livre, Le savoir des victimes, publié chez Grasset. Merci.